remercie vivement de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici. Je souffre de 3 handicaps ce soir. D'habitude, je parle debout. Deuxièmement, d'habitude, je parle sans notes. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'aborder un sujet qui me tenait à cœur et il fallait vraiment que j'écrive parce que je le trouvais assez compliqué. Donc j'ai écrit, pardonnez-moi, je lirai un peu. Et le troisième, j'ai mal aux dents, donc j'aurai un problème d'élocution. Petit, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce soir. Vous m'avez invité sur un thème que j'ai choisi moi-même, qui m'est sorti de la tête comme ça, parce qu'il me tenait à cœur. Et je me suis posé beaucoup de questions. Comment je vais traiter ce thème, hein? C'est-à-dire, vous parlez de ce que sont, selon moi, les racines du mal politique français et pas uniquement français, et comment s'en sortir. Ce mal atteint en fait tous les peuples. Mais, étant donné la nature de la France et sa vocation, vous en parliez tout à l'heure, étant donné la nature de la France et sa vocation, eh bien, il atteint plus particulièrement la France, et pour que les autres peuples en guérissent, il faut que la France en guérisse. J'en suis intimement persuadé. Nous savons tous que pour bien traiter un problème, il faut aller aux racines de ce problème. Nous savons tous aussi qu'un homme politique digne de ce nom doit plonger son regard aussi loin que possible dans le passé et fouiller tous les domaines du passé. La culture historique est radicalement importante pour un homme politique. De faire cela avant de plonger son regard aussi loin que possible dans le futur, dans l'avenir, jusqu'aux limites du raisonnable, bien entendu. On ne peut pas voir 1000 ans devant. Hein. Voilà. Cette méthode lui permet alors, si vous voulez, de bien déterminer ce qu'il doit faire dans le présent, aujourd'hui, pour la nation dont il a si temporairement la charge, 5 ans, 7 ans, même 15 ans, qu'est-ce que c'est qu'au regard de 15 ou 16 siècles d'existence? Rien. Hein? Ce qu'il doit faire dans le mandat qui lui est confié pour assurer à son pays un avenir aussi pacifié, pacifique et rayonnant et prospère que possible. Nous savons tous enfin que notre civilisation européenne s'abreuve à un immense fleuve civilisationnel ou civilisateur qui est composé des eaux de 3 affluents. D'abord l'affluent hébraïque, la pensée hébraïque, qui nous a donné en particulier le décalogue, ensuite la pensée gréco-romaine, et enfin la pensée du Christ dans l'Évangile, qui nous a donné le christianisme. Et c'est cet affluent-là, le christianisme, qui a le plus marqué notre civilisation et notre pays en particulier. Je précise que je préfère cette approche, c'est-à-dire parler de fleuve de civilisation plutôt que des racines. J'habite la campagne, je suis d'une famille terrienne au départ, et je sais parfaitement que des racines, on peut les arracher et les détruire définitivement. Tandis que l'eau, on ne l'empêche pas de passer. Un fleuve, il continue, et l'eau, elle passe. On peut la détourner un moment, mais elle reprendra un jour ou l'autre son cours. Même en génie civil. Même en génie civil. Très bien. De ces 3 affluents, c'est sans aucun doute le christianisme qui a le plus marqué donc notre identité européenne et française. Et c'est en se référant au christianisme, qu'on le veuille ou non, il faut aller aux faits, regarder les faits tels qu'ils sont, sinon c'est pas la peine de faire de la politique. C'est en se référant au christianisme que nos ancêtres les plus lointains, je parle des Francs, hein, après la chute de Rome, disons, hein, ont bâti la France et l'Europe. C'est à partir de là. Pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est toujours à leur culture et à leur religion, ou à leur absence de culture et de religion, que les peuples se réfèrent pour déduire leurs mœurs personnelles et collectives et aussi leur organisation sociale et politique. Toujours, qu'on le veuille ou non. Donc je veux d'abord m'intéresser aux fondamentaux politiques les plus profonds, les plus importants, du moins ceux que je considère les plus importants, les fondamentaux politiques sur lesquels nos ancêtres ont bâti la France et l'Europe. J'en citerai que 2, sinon ça serait trop long. Et ce sont les plus importants. Le premier de ces fondamentaux, c'est qu'il existe une source de vie, qu'on le veuille ou non. La France, elle est bâtie là-dessus. Il existe une source de vie. Déjà, Sophocle, il y a 2500 ans, mentionnait les lois non écrites qui émanent de cette source de vie. Il précisait que ces lois non écrites organisent tout l'univers et tout l'homme. Il écrivait très précisément
je lis, « Aucun mortel ne leur donna le jour, jamais l'oubli ne les endormira, un Dieu puissant est en elle, un Dieu qui ne vieillit pas. » Sophocle, il y a 2500 ans. Et il fait partie de notre patrimoine culturel le plus ancien. Il a marqué des générations et des générations d'Européens. Ces lois non écrites que l'on pourrait aujourd'hui appeler le logiciel de la création sont le seul fondement de toute écologie, en particulier de l'écologie humaine. Quant au seul fondement et au seul rempart de la dignité de l'homme, hommes et femmes, évidemment, c'est le fait qu'il est créé et qu'il n'appartient donc qu'à son créateur. Et que personne en dehors du créateur ne peut jouer avec lui. D'ailleurs, lui ne joue pas. Personne ne peut instrumentaliser l'homme. Ça, ce sont les fondements. Nos lointains ancêtres considéraient même que l'action politique ne peut pas se soustraire à Dieu ni aux lois non écrites, sauf à consentir à de très graves dérèglements et finalement au chaos. Cela a pu aller parfois jusqu'aux limites de la théocratie. Mais la France, la première, par Clovis déjà, s'est éloignée de cet excès pour conforter la liberté de choix et de décision du souverain, essentiellement, bien sûr. Mais le souverain pouvant être le père de famille. La laïcité politique était inventée. Elle refusait à cette époque à la fois la théocratie, on a bien vu les déboires de certains papes avec certains de nos rois, et ce que nous connaissons aujourd'hui, à savoir la négation pure et simple de Dieu, ou le refus de Dieu, comme créateur, souverain, maître et organisateur de l'univers. Cette laïcité initiale, elle était un juste milieu entre le refus de la théocratie et le refus de Dieu. La Bible, qui est le condensé de la foi et de la sagesse juive et chrétienne, nous dit que le Créateur est toujours à l'œuvre. Ça aussi, c'est très important dans les fondamentaux de notre société, notre nation. Que l'activité créatrice est permanente et continue, et qu'il suffirait que le Créateur cesse un seul instant de vouloir maintenir sa création dans l'être pour qu'elle retourne irrémédiablement et instantanément au néant. Très important. C'est dire l'extrême dépendance où se trouve l'homme, pour nos anciens, dans notre culture, par rapport à son Créateur. Pour les Hébreux et les chrétiens, le Créateur n'est pas l'horloger que décrit Voltaire, qui crée puis se désintéresse de sa création. Au contraire, il la choisit en permanence, il en maîtrise le développement, tout en lui laissant une large autonomie, notamment à l'être humain. Quant à l'homme, donc, deuxième des fondamentaux, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, demande le psalmiste à son Dieu. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Imaginez la place de l'homme pour nos ancêtres. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Tu as mis toutes choses à ses pieds. Et Jésus en rajoute une couche, de l'expression, un peu triviale. Vous ferez d'aussi grandes choses que moi, dit-il à ses disciples. Vous en ferez même de plus grandes, parce que je vous enverrai l'Esprit Saint. C'est dire si pour les Hébreux et les chrétiens, l'homme est grand, très grand, aux yeux du Créateur lui-même. De fait, les anthropologies juives et chrétiennes le placent non seulement au sommet de l'échelle des vivants, mais nous affirment que le Créateur de l'univers en a fait le gérant de sa création, et même son partenaire, en quelque sorte un co-créateur. L'homme est canal, s'il le veut, de la puissance divine. Et la vocation de l'homme à l'image de Dieu est d'être pour aimer, servir, unir. Voilà les deux principaux fondamentaux sur lesquels nos ancêtres ont construit l'Europe et la France. Et c'est en Europe, de l'Atlantique à l'Oural, que ce fleuve civilisateur a le plus marqué l'humanité. C'est en Europe que ce ferment chrétien d'humanisation permanente de l'homme et des sociétés a été le plus fécond. C'est en Europe que les diverses expressions politiques de ce fleuve civilisateur ont été les plus nombreuses, les plus fécondes, les plus rayonnantes sur le monde entier.
C'est donc sur ces deux fondamentaux essentiellement que nos ancêtres ont bâti la France. Pendant plus d'un millénaire. On peut même dire 1500 ans pour beaucoup. C'est énorme. Cette période ne fut évidemment pas un âge d'or. Certainement pas, il n'y en a jamais eu. Mais elle fut indubitablement celle d'une très réelle réunification politique respectant une extrême diversité. À la mode de l'époque, ce n'était pas le XXe siècle. Attention, c'est aussi une époque d'un apaisement progressif des conflits, d'une stabilisation et d'une humanisation véritable des mœurs. Tout progrès qui tranchait profondément avec le désordre et la barbarie consécutifs à la chute de l'Empire romain. C'est dans cette période que naquirent le sens du bien commun, le sens du service politique, que renaît le sens de l'État qui nous avait été légué par les Romains, qui avait été perdu, et que s'installèrent tous les fondamentaux, en particulier politiques, sur lesquels s'est construit l'Occident et sur lesquels il vit toujours vaille que vaille. Et je note de plus qu'un auteur américain, Rodney Clark, un économiste, donne à son livre « Le triomphe de la raison » le sous-titre suivant « Pourquoi la réussite du modèle occidental est le fruit du christianisme ». Très intéressant ce livre, je vous le suggère. Car, notons-le, c'est dans l'Europe chrétienne que sont apparues, non pas toutes, mais la plupart des grandes découvertes scientifiques et techniques qui ont permis le superbe essor de l'humanité dans tous les domaines. Ça me rappelle une anecdote. Il y a 3 ou 4 ans, je suis tombé sur la traduction d'un article d'un journaliste émirati, Émirats Arabes Unis, qui s'élevait contre la volonté de certains excités de vouloir éradiquer le christianisme. Il leur disait, mais écoutez, recherchez les prix Nobel musulmans. Allez, cherchez. Macinch, il n'y en a pas. Ils sont tous d'origine chrétienne. C'est pas notre faute à nous les musulmans. C'est comme ça. D'origine peut-être lointaine, mais de culture. Bon, ceci étant, l'histoire de l'humanité n'est pas linéaire, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Se produisit en Europe au cours du XVe siècle un changement sans doute imperceptible aux contemporains dans leur immense majorité, mais dont les conséquences dans la durée furent extrêmement profondes et marquent toujours notre vision du monde et notre vie politique. Le processus civilisateur, non pas théocratique, mais théocentré, ce qui est très différent, qu'avaient adopté nos lointains ancêtres, s'est inversé à partir du XVe siècle, pour aboutir aujourd'hui, 6 siècles plus tard, à une sorte de retour à la barbarie et à l'esclavage. On peut en reparler après. À partir du XVe siècle, en effet, la culture européenne s'est peu à peu affranchie de Dieu, surtout en France et en Italie d'abord, puis dans toute l'Europe, pour se référer à l'homme lui-même, non plus à Dieu, mais à l'homme. Les 16e et 17e furent le temps de l'autonomie. Dieu restait reconnu comme créateur et souverain ordonnateur de tout, donc de l'ordre politique, ne l'oublions pas, mais raison, liberté et volonté se détachèrent peu à peu de la foi. L'Europe entrait dans l'ère de la pluralité légitimée des opinions, mais aussi de la cristallisation des inévitables conflits sur des thèmes beaucoup plus idéels qu'autrefois. Avant, on se bagarrait pour un bout de terre. Bon, à partir de là, on commence à se bagarrer pour la guerre des religions. Pour des idées. Oh. C'est très différent. Et les querelles restaient encore des familles, mais elles étaient de plus en plus profondes. Au XVIIIe et XIXe siècle, autrefois, une guerre se résolvait avec un mariage. Eh oui. À partir du XVIIe siècle, c'est de moins en moins fréquent. Au XVIIIe et XIXe, l'autonomie par rapport à Dieu devient indépendance. Et au terme du processus, Dieu était implicitement ou explicitement nié. Son empreinte sur la vie politique et sociale, puis sur la vie personnelle, était reniée et combattue. Mais la soif d'absolu et de solidarité chevillée au cœur de l'homme et le messianisme inhérent à la civilisation européenne ne s'accommodaient pas
du vide créé par la mort de Dieu. C'est de Karl Marx, je crois ça. Le temps des grandes idéologies conquérantes, plus ou moins explicitement athées, s'ouvrait. Ce fut le temps des grands partis à vocation universelle, mais irrémédiablement ennemis, bien qu'ils aient la même souche philosophique, tous. Ce fut le temps de l'exacerbation des conflits, de la diabolisation de l'autre dès lors qu'il est différent. Ce fut le temps des plus grands drames humains que l'histoire ait connus, et de la justification idéologique des pires atteintes à la dignité humaine, le XXe siècle. Ce processus, commencé vers l'an 1500, a sans doute, selon moi, atteint son apogée avec mai 68, dont les fidèles représentants sont au gouvernement en France depuis près de 40 ans, n'est-ce pas? Mai 68, dont Patrick Buisson dit avec raison qu'il s'agit de la deuxième révolution française. D'abord coupé de toute transcendance, puis soumis aux idéologies dévastatrices, l'homme européen et occidental a été, par mai 68, soumis à la dictature du nihilisme. Impasse philosophique, existentielle et politique, le nihilisme a conduit à la soumission de l'homme d'aujourd'hui à un nouveau Dieu, l'argent. Et donc à ceux qui le possèdent et à ceux qui le recherchent comme unique but de leur vie et qui ont développé une ultime idéologie, l'économisme. L'homme occidental n'est plus aujourd'hui conçu par ceux qui le gouvernent que comme un producteur, consommateur, futur vieux gêneur, tout juste bon pour l'euthanasie, dès lors qu'il coûte plus qu'il ne produit. C'est tout. Vérité absolue étant réputée ne pas exister, chacun zappe sans cesse d'un relatif plaisant mais insatisfaisant à l'autre. Excusez-moi, d'habitude je ne bafouille pas. L'argent et la réussite individuelle semblent être les seules raisons de vivre d'individus atteints de bougisme dans des sociétés de plus en plus déstructurées, dont le principe vital est devenu le conflit sous toutes ses formes. Mais c'est aussi à partir du XVe siècle que, forte du capital civilisateur accumulé pendant plus d'un millénaire, forte aussi d'une population nombreuse par rapport aux autres contrées du monde à l'époque, forte enfin d'une richesse financière que lui a permis sa suprématie économique et militaire, c'est à partir du XVe siècle que, par d'immenses vagues successives portées par les conquêtes militaires, le commerce, l'évangélisation, le tourisme, etc., la culture occidentale a déferlé sur le monde. Par leur ampleur et leur succession ininterrompue, ces assauts ont profondément ébranlé les autres cultures, même les plus anciennes et les plus solides. Car quelle que soit la forme qu'elle prend, la culture occidentale charme et attire. Elle est imitée, mais la greffe prenant mal, elle déséquilibre les autres cultures et tout l'édifice social et politique qu'elles avaient suscité. Cependant, du fait de l'abandon progressif de la référence politique au Dieu créateur, les Européens se sont progressivement éloignés du message chrétien qui les plaçait au service de l'humanité, de tout homme. Aussi, la prééminence occidentale a souvent pris la forme exclusive d'une domination, charriant au peuple conquis à la fois le pire et le meilleur. J'ai des quantités d'anecdotes, surtout venant d'Afrique. Au cours des 5 derniers siècles, cette prééminence s'est accélérée, élargie et approfondie. L'Europe fatiguée et supposée devenue stérile étant relayée au XXe siècle, notamment dans sa deuxième moitié, par la jeune, très féconde et très puissante Amérique. Il n'est sans doute plus un être humain aujourd'hui, même dans les contrées les plus reculées, qui ne soit pas empreint d'un peu d'influence occidentale. Désormais, les cultures non occidentales paraissent submergées par la vague culturelle occidentale, qui, poussée essentiellement par la puissance américaine, porte pêle-mêle au monde la démocratie et les droits de l'homme dans leur acception occidentale actuelle, mais aussi le libéralisme économique et le libertarisme sociétal, l'individualisme et le matérialisme consumériste.
L'antique culture chinoise, profondément altérée déjà par le communisme et son développement le plus extrême que fut la révolution culturelle, semble incapable, sous les assauts de la modernité occidentale, de se réapproprier son passé pour tracer un sillon clair qui lui soit propre. Le monde arabo-musulman, très divisé, et dans l'incapacité où le place l'islam d'accorder quelque autonomie que ce soit au temporel par rapport au spirituel et à la personne par rapport à l'umma, n'en finit pas de pleurer la splendeur de Saladin et se laisse tenter par l'idéologie du vieux de la montagne et la chimère du califat mondial. Et que dire de l'Afrique noire? La colonisation lui avait fait perdre ses repères et ses cadres ancestraux, mais lui en avait donné d'autres. Avant qu'une décolonisation bâclée, et je tiens ça du président Houphouët-Boigny lui-même, ne la laisse totalement désorientée. Dorénavant, les puissances financières et politiques, occidentales en particulier, mais pas que aussi, il y a les Chinois, la considèrent comme un réservoir de matières premières que l'entretien d'une insécurité et de crise politique permanente permet d'obtenir à très bas prix. Voilà à quoi on a ravalé l'Afrique. C'est honteux. Le pire sans doute pour le monde est que ce désarroi des cultures non occidentales est aggravé par la crise grave, profonde, qui frappe aujourd'hui la culture occidentale elle-même, notamment dans son expression européenne. Car si l'Europe prétend toujours promouvoir la solidarité, le développement, la paix, si elle continue d'employer les mots qu'elle employait alors qu'elle était matrice de développement humain, elle est devenue une matrice d'égoïsme, d'injustice et de conflit. L'Europe, mais aussi les États-Unis. Tout l'Occident, en fait. À l'heure de la mondialisation, le message que l'Occident porte au monde est dévastateur. Et ce message, il le porte à un monde qu'il domine encore, mais pour peu de temps. Tout cela a pour effet d'élever entre l'Occident dominateur et le reste du monde dominé un mur d'incompréhension et de haine. Parce qu'il a longtemps laissé libre cours en lui-même à des violences inouïes, fondées, en fait, sur le refus du Dieu qu'il avait auparavant adoré. L'Occident exporte la violence. Parce qu'il fut longtemps et reste encore divisé en lui-même, il divise. Parce qu'il est égoïste, suffisant et dominateur, il suscite haine et rejet. Et c'est normal. C'est normal. Parce qu'il est riche à foison, malgré des inégalités croissantes, il suscite l'envie. Parce qu'il a lui-même sombré dans le nihilisme, il porte le désespoir au monde. Parce qu'il détient encore 80% des richesses du monde et le quasi-monopole scientifique et technologique, l'Occident peut encore très vite, s'il le veut, recouvrer sa suprématie militaire. Et donc être, s'il le veut, le maître du monde. Quoique à un prix tous les jours un peu plus élevé. Parce qu'il ne représente plus que 10% de l'humanité et qu'il vieillit. Parce que des puissances concurrentes considérables grandissent inexorablement. Parce qu'ont commencé depuis 10 ans des migrations de population de telle ampleur qu'il peut être très vite submergé, l'Occident ne maintiendra sa suprématie, selon moi, que 2 petites décennies. Nous savons certes que l'homme a toujours été un loup pour l'homme. Nous savons aussi, depuis des millénaires, qu'éduqué et bien gouverné, il peut se civiliser et s'épanouir dans le respect relatif, bien sûr, de ses semblables. Mais nous avons laissé s'installer des structures, des idéologies et des processus de destruction, de déshumanisation, de conflit. Je n'en citerai que 4. D'abord, la démocratie occidentale, telle qu'elle est aujourd'hui conçue et exportée. Elle est porteuse de division, car sans aucune transcendance, là est le problème de notre démocratie. Sans aucune transcendance reconnue par tous et pérenne, elle est de fait fondée sur le rapport de force, donc sur la loi du plus fort. C'est exactement ce que signifiait sans savoir, je suppose, j'en sais rien, l'ex-sénateur Michel, lorsqu'il disait « la loi résulte d'un rapport de force à un moment donné ». Comment prétendre faire œuvre de paix dans ces conditions ? Quant à la monnaie, deuxième exemple,
dont la magnifique vocation est de servir aux échanges entre les hommes, donc de produire de la paix, de l'unité, du développement, voire de l'amitié, elle est devenue une fin en soi, justifiant tous les pires comportements. La spéculation sans frein et la guerre des monnaies produisent la guerre économique, et celle-ci conduit inévitablement à la guerre militaire, par exemple l'Irak, voilà, une guerre pour le pétrole, pour terminer, comme la Syrie d'ailleurs, et toute guerre a son lot de victimes. La terre ensuite, mais aussi l'air et l'eau, et jusqu'à l'univers entier, ont été ravalés au rang de biens de consommation courante, dont l'humanité actuellement vivante serait la seule propriétaire, avec droit exclusif de destruction, sans aucun souci de l'avenir. Les dérèglements induits par ce comportement font désormais peser une lourde menace sur les équilibres naturels, ainsi que sur la possibilité pour les générations futures de se nourrir et de s'abreuver. L'absence presque totale d'éthique, enfin. En 2004, j'avais donné à l'université de Sceaux un cours d'une trentaine d'heures, je crois, au moins 20, sur l'éthique dans les relations internationales. J'avais constaté à l'époque qu'il n'y a pas. Il n'y en a pas. C'est la loi du plus fort. L'absence presque totale d'éthique, enfin, laisse dans tous les domaines libre cours aux agissements de ceux qui rêvent de soumettre à leur volonté l'humanité entière, voire l'univers, pourquoi pas. Devenue culturelle, la violence trouve désormais de pseudo-justifications idéologiques. Culturellement, nous sommes déjà largement retournés à l'état de barbarie. Je connais des peuples que nous qualifions de sous-développés qui sont moins barbares que nous. Tout cela peut évidemment déboucher sur un drame planétaire. Oui, aujourd'hui, une guerre mondiale peut éclater et venir s'ajouter à une multitude de guerres civiles dans le monde. Certains observateurs, par exemple Jean-Hervé Lorenzi, peut-être certains connaissent, dans Un monde de violence, c'est un économiste lui aussi, considèrent qu'une troisième guerre mondiale surviendra de manière quasi mécanique d'ici 2025. C'est demain 2025. C'est demain. Essentiellement pour des raisons de nourriture et d'accès à l'eau potable. Ces deux problèmes les plus graves sont exacerbés par l'égoïsme des nantis et puis aussi instrumentalisés par les nouveaux conquérants, les nouveaux impérialistes. Il n'y a pas que les Américains, il y a aussi Daesh, etc. Cette théorie d'une guerre mondiale proche est malheureusement très plausible pour notre XXIe siècle. Je rappelle que l'ancien chef d'état-major des armées, le général de Villiers, écrivait très récemment, il y a quelques mois à peine, que le brouillard de la guerre s'épaissit. Expression de Clausewitz, le brouillard de la guerre s'épaissit pour dire que on y va. C'est pas le chef d'état-major des armées, c'est pas le caporal-chef. Bien. Et si cette menace devenait réalité, elle pourrait provoquer un bouleversement comparable à celui que connut l'Europe au 5e et 6e siècle, mais au niveau planétaire. Car cette guerre verrait l'emploi, bien sûr, des armes nucléaires, bactériologiques, chimiques, informatiques, etc., beaucoup plus encore que l'emploi des chars et des avions. Les destructions matérielles et humaines qu'elle provoquerait seraient telles qu'on le sait déjà avec quelles armes seraient faites les guerres suivantes, des arcs et des flèches. Tellement la régression serait terrible. Je vous suggère le livre de Lorenzi. Certains, et non des moindres, estiment même que l'humanité pourrait tout simplement disparaître. Je vous concède que tout cela n'est bien sûr pas certain, heureusement. Sinon, je ne serais pas ici ce soir. Je ne serais pas ici ce soir, c'est clair. Mais il s'agit au moins d'une possibilité. C'est suffisant pour qu'un homme politique, il me semble que c'est suffisant pour qu'un homme politique, voulant remplir dignement sa mission, cherche la moindre solution pour éviter que cette possibilité ne devienne réalité. En opération, l'officier doit envisager tous les scénarios et préparer le pire. Au moins pour essayer de l'éviter. Je crois que c'est ce raisonnement, d'ailleurs, qui a conduit De Gaulle à doter la France de l'arme nucléaire.
Je crois vraiment aussi que la dissuasion nucléaire française a plus fait pour empêcher le déclenchement d'un conflit nucléaire Est-Ouest que la folle course aux armements américano-soviétiques. Merci de Gaulle. Chapeau de Gaulle. Voici dessinée à grands traits l'époque que nous avons à vivre. Nous, hommes et femmes du XXIe siècle, et en particulier nous Français. Et personne d'autre, il ne faut pas attendre que ce soit nos enfants, nos grands-parents, c'est nous. C'est nous, ça aussi c'est du réalisme. Hein. Notre responsabilité est historique au sens peut-être le plus fort qui soit. Il n'est à mon avis permis à personne de rester à ne rien faire. C'est au niveau de ces défis gigantesques que doit se placer tout homme politique. C'est à ce niveau-là. Pardonnez-moi, quand j'entends parler des ordonnances à la noix sur le... Ça suffit, c'est pas ça le niveau du chef de l'État. C'est pas ça son niveau à lui. Son niveau à lui, c'est ça. L'avenir de la France, l'avenir de l'humanité. Parce que maintenant, on en est là. Avant de vous présenter ce que je considère être l'attitude à tenir pour empêcher ce scénario dramatique, ou en atténuer au moins les effets dévastateurs, parce que l'empêcher, ça serait magnifique. Si on peut déjà en atténuer les effets dévastateurs, ça serait pas mal. Mais on peut quand même y échapper complètement. J'y crois assez peu. Avant de vous présenter donc ce qu'il faudrait faire, je crois nécessaire d'expliquer pourquoi nous pouvons le faire, pourquoi nous pouvons inverser le cours des événements. Et je vais chercher là encore une fois, dans notre civilisation. Aujourd'hui, on rencontre énormément de gens qui baissent les bras. C'est comme ça. On ne peut rien faire. Il n'y a qu'à suivre, il n'y a qu'à subir. Eh bien non. Notre civilisation, c'est exactement le contraire de cela. Mais par contre, il faut vouloir aller chercher et voir le vivre. Et ça va. C'est là que ça va être difficile. Je fais donc référence une fois de plus aux racines les plus profondes de notre civilisation. Toutes les civilisations, toutes les religions ou sagesses que le monde a connues ou connaît, ont en commun d'affirmer que l'homme est porteur et capable du pire et du meilleur. Pardonnez-moi, le pire, c'est pas forcément... du pire et du meilleur. Il porte en lui le bien et le mal. Tout le monde affirme cela. Mais le judaïsme et le christianisme sont les seules religions, à ma connaissance, à affirmer de manière radicale la faculté qu'a l'homme de choisir vraiment, pour lui-même et pour ceux dont il a la charge, entre bien et mal, parce qu'il est libre, et que donc il a une volonté. Très important. Il existe dans les premiers livres de la Genèse, alors je ne suis pas venu vous faire un cours de catéchisme, hein, je fais de la politique, mais je vais aux racines. Il existe dans les premiers livres de la Bible, notamment dans la Genèse, une notion dont on a aujourd'hui oublié le sens politique. Je dis bien le sens politique. Je veux parler de ce que juifs et chrétiens nomment le péché originel. Je n'irai qu'aux conséquences qui nous intéressent ici. Au cœur de ce péché, il y a la liberté de l'homme d'accepter le plan divin et donc d'être le gérant de la création pour le compte de Dieu, mais aussi son coopérateur, ou de refuser ce plan divin, de prétendre de fait à la divinité sans Dieu. Cette liberté de choix existe toujours, et pour chacun. C'est chaque jour, dans le concret de la vie quotidienne, à toute époque de l'histoire, que cette liberté de choix est vécue par chaque personne. Pour elle-même, évidemment, mais aussi pour tous ceux dont on a la charge, comme père ou mère de famille, comme chef d'entreprise, comme officier, etc. Comme chef d'État aussi. Et je dirais comme chef d'État surtout, parce que les décisions qui sont prises à ce niveau de responsabilité ont une influence très importante et très durable sur toute la société, sur chaque personne, éventuellement sur le monde, et pour des générations. Et pour des générations. On oublie trop aujourd'hui l'impact du comportement et des décisions du chef sur ceux dont il a la charge. À Saint-Cyr, on nous enseignait à ce propos quelque chose du genre « Si tu doutes, il désespère. Si tu t'arrêtes,
ils reculent. Si tu recules, ils s'enfuient. Mais si tu avances, ils te dépasseront. Et si tu pries, ils deviendront des saints. Souviens-toi, chef. C'était pour la formation du chef. Si nous nous référons à notre civilisation et à ses affirmations les plus structurantes et les plus anciennes, c'est chaque jour que le chef d'État doit choisir, dans ses fonctions de chef d'État, d'accepter le plan divin pour la France et les Français ou de le refuser. Sans doute est-ce là sa responsabilité la plus éminente, sa grandeur tragique aussi. C'est terrible comme responsabilité. Autre chose qu'il ne faut pas oublier. Les humains se partagent en 0,2% de meneurs et 99,8% de suiveurs. En fait, on est tous un peu suiveurs, tous beaucoup suiveurs dans certains domaines et tous un peu meneurs. Et je reprendrai là, encore une fois, la très belle image biblique du troupeau de moutons. Parmi les humains, il y aurait 0,2% de bergers, bons ou mauvais, et 99,8% de moutons. L'un des plus grands défis politiques de tous les temps est donc bien le choix des bergers. Le choix et la formation des bergers. Mauvais berger, Hitler a conduit au drame de la Seconde Guerre mondiale. Bon berger, de 40 à 45, De Gaulle a permis la résurrection de la France. Et le peuple de France ne s'y est pas trompé. Les gaullistes, les moutons gaullistes, entre guillemets, étaient 40 en 1940, à peu près. Mais 40 millions en 1944. L'effet mouton. Ils ont suivi le bon berger. Et sans Internet. Pour mieux me faire comprendre encore, je m'appuierai sur une intuition de saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites. Celle du combat des deux étendards. Il est, sous-jacent à toute notre civilisation occidentale. Je crois franchement que quelqu'un qui méconnaît le combat des deux étendards et qui parle de la civilisation occidentale, il loupe quelque chose. Même un non-croyant. Rappelons d'abord que saint Ignace fut officier et jouisseur dans toutes les acceptions du terme. Blessé au siège de Pampelune, il se réfugie chez lui, au château de Loyola, où il se convertit. Il se fait ermite et conçoit des exercices spirituels, partant du principe que, comme le soldat doit se préparer et s'entraîner à la guerre, le chrétien doit se préparer et s'entraîner à la vie spirituelle, au combat spirituel. Pour saint Ignace, donc, le combat des deux étendards a commencé au péché originel, on n'y revient. Il oppose le Christ créateur à Satan, qui refuse le plan divin et veut s'approprier la création tout entière, et notamment l'humanité. Ce combat, qui se terminera par la défaite de Satan lors du retour du Christ, est bien sûr d'abord spirituel, mais avec toutes les conséquences d'un combat spirituel sur la vie de tous les jours, en termes de meurtre, de vol, de guerre, de famine, etc. Mais aussi en termes d'abnégation, de soutien, de service, de martyrs parfois. Il se déroule au niveau universel comme au niveau de chaque créature. Chaque personne en particulier, chaque personne, est à la fois enjeu, théâtre et soldat de ce combat. Mais avec une particularité fort intéressante pour nous, chaque personne exerçant sa liberté et sa volonté a le choix de suivre tel ou tel étendard. Et dans la vie terrestre concrète, ce choix est à refaire à chaque instant. On reconnaît un petit peu là nos problèmes quotidiens, du moins quelques-uns les reconnaissent. D'où l'importance pour elle, cette personne, de sans cesse discerner, car le choix est rendu souvent très difficile, du fait de ce que j'appellerais l'ambiance générale, qui selon les pays et les époques pousse les moutons à se ranger instinctivement, beaucoup plus que consciemment d'ailleurs, sous l'étendard du Christ ou sous l'étendard de Satan. Pour me faire comprendre, je dirais que pour certaines femmes aujourd'hui, il est héroïque de ne pas se faire avorter lorsqu'elles sont en situation de détresse. De même que pour certaines femmes, il est héroïque de ne pas succomber à l'injonction venant de Gramsci de travailler à l'extérieur de leur foyer alors que les revenus du mari sont suffisants
Et alors qu'elles savent d'instinct que leur première mission, leur première vocation, elle se situe dans le foyer, qui est le lieu majeur d'épanouissement de chacun des membres de la famille et de la famille tout entière, qui est le lieu majeur de civilisation. Le foyer, c'est le lieu, c'est le premier lieu de civilisation. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Surtout aujourd'hui. Enfin, depuis 30 ans. De ces propos sur le sens politique du péché originel et du combat des deux étendards, je tire deux enseignements. Premier enseignement, le basculement qui s'est produit au XVe siècle en Occident correspond, pour rester dans l'image de saint Ignace, à une sorte de massif changement de camp. Les peuples européens, chefs en tête, ont abandonné l'étendard du Christ et sont passés sous l'étendard de Satan. Oh, ça s'est passé dans la longue durée, hein, et d'une manière imperceptible. Il n'est pas question pour moi de juger et condamner nos ancêtres, car encore une fois, ça s'est fait sur longue durée, et puis c'était imperceptible. Par contre, je serais beaucoup plus volontiers, beaucoup plus dur avec leur chef. Parce que c'est leur mission. Leur mission. Deuxième enseignement, puisque nous avons toujours notre liberté et notre volonté, l'issue fatale n'est pas inéluctable. Sinon, je ne serais pas ici ce soir. Je vous garantis. Il suffit d'être suffisamment, entre guillemets, hein, d'être suffisamment nombreux et déterminés, derrière un chef totalement décidé et totalement dévoué au service de la France et de l'homme tel que Dieu l'a créé, pour redresser la barre. En disant redresser la barre, je veux aussi, en reprenant saint Ignace, dire repasser sous l'étendard du Christ. Et croyez-moi, c'est pas pour envoyer tout le monde à la messe, ça c'est pas mon problème. Ne croyez pas que je sois un utopiste. 30 opérations extérieures, j'ai 3500 morts à mon actif, malheureusement. Je ne suis pas un utopiste. Ou alors, vous pensez que De Gaulle aussi était un utopiste. Je pense vraiment ce que je dis. Et encore une fois, comme De Gaulle, j'ai une foi inébranlable en Dieu et en la France, mais aussi en la capacité de l'homme de se redresser s'il le veut. Cependant, cette affaire ne se jouera pas en quelques mois ou en un quinquennat. Certainement pas. Nous pouvons avoir très rapidement des résultats très encourageants. Mais la France et le monde sont aujourd'hui comme un navire qui depuis longtemps fonce en direction d'un iceberg, à toute vitesse maintenant. Non seulement le capitaine ne peut pas redresser la barre trop vite, car le navire pourrait alors soit chavirer, soit se briser sous l'effort, mais de toute façon, l'océan des habitudes françaises, européennes et mondiales, et ce que j'appelais tout à l'heure l'ambiance générale, interdisent une manœuvre trop rapide. Ce changement de cap se fera en un siècle au moins. Un siècle, la longue durée. La politique, c'est l'art de la longue durée. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut le décider et le commencer. Je disais tout à l'heure que la situation de la France, de l'Europe et du monde peut dériver en drame planétaire pouvant conduire au mieux à une fin de siècle comparable à la situation de l'Europe après l'Empire romain, au pire à la destruction pure et simple de l'humanité. Pour donner une idée de ce que furent la fin du 5e siècle et le 6e siècle, j'ai lu un jour que la population de la Gaule avait diminué de 75% entre 476, date de la chute de l'Empire romain, et l'an 500, en un quart de siècle. Ah, je concède que cela paraît exagéré, et je reconnais que je ne me souviens plus de ma source. Ça fait 2 handicaps pour moi. Mais je crois que c'est possible. Vraiment. Et surtout, je n'hésite pas à dire que nous pouvons faire bien pire. Nous pouvons faire bien pire. Ceci étant, l'homme tel qu'il a été créé porte en lui non seulement une aspiration permanente au bonheur et au bien, même s'il a un penchant avéré et tout aussi permanent pour le mal, mais aussi un instinct de survie presque animal, et il porte aussi la mémoire confuse de ses origines divines, comme de sa destinée quasi divine. Il ne faut pas fouiller longtemps dans le cœur d'un homme pour trouver ça. Je ne dirais évidemment pas la même chose de l'homme augmenté, comme on dit aujourd'hui, ou de l'homme fabriqué en usine, à la chaîne,
robots manipulés comme tels par ses fabricants, dont rêvent certains cerveaux fumeux et profondément orgueilleux, et servis aussi par des moyens financiers et techniques colossaux. Si nous laissons ces fous aller jusqu'au bout de leur projet, nous aurons dans un demi-siècle, trois quarts de siècle, je ne sais pas, un scénario du type de ce que nous voyons dans Le Seigneur des Anneaux. J'espère que tout le monde a vu Le Seigneur des Anneaux, sinon il faut le voir. C'est-à-dire l'opposition sans merci de l'humanité que nous connaissons, l'humanité créée, et d'une pseudo-humanité fabriquée en usine. Et cette opposition sera évidemment une guerre d'élimination radicale de l'une par l'autre. Pardonnez-moi, mais les questions de produit intérieur brut, à côté de ça, c'est de la rigolade. Ce nouvel homme, entre guillemets, n'existe pas encore, à ma connaissance. L'homme créé reste donc sans concurrent sur cette planète. Et son instinct de survie commence à se manifester. J'ai commencé à les repérer à partir de 1995. Depuis la fin des années 90, de nombreux germes de renouveau sont apparus en Europe et bien sûr notamment en France. Considérant, c'est toujours ça qu'il faut faire en politique, considérant la très longue durée, la mémoire longue des peuples et leur vitalité propre, je n'hésite pas à dire qu'un nouveau monde tente de naître. Nous sommes dans les douleurs de l'enfantement d'un nouveau monde. Car heureusement, l'homme sait intuitivement qu'il n'est pas un simple producteur, consommateur, futur vieux gêneur, tout juste bon pour l'euthanasie dès lors qu'il consomme plus qu'il ne produit. Et il se révolte. Heureusement, les nations savent intuitivement qu'elles ne sont pas de simples troupeaux d'esclaves au pouvoir de quelques puissants richissimes. Et elles se révoltent. Partout en Occident, à des degrés et sous des formes divers, partout en Europe, mais plus particulièrement en France, les peuples se réveillent. Oh, c'est pas méchant encore. Tout doux. Leurs repères ancestraux leur ont été enlevés, ils les réhabilitent. Vous voyez les chiffres de vente des livres historiques. Une immigration massive leur est imposée, ils veulent la faire cesser, sans xénophobie. Soumis à une repentance et une culpabilité qui les conduisent au suicide politique et social, par rejet d'eux-mêmes et de leur passé, ils veulent vivre libres, ils le clament et s'organisent pour cela. Partout en France, des hommes et des femmes de tous âges, conditions, opinions et confessions se révoltent contre l'esclavage qui se met en place, contre la déconstruction de notre société, contre la négation des grandeurs passées de notre pays, contre les diktats idéologiques qui visent à nous faire changer de civilisation, Madame Taubira, et qui conduisent toujours à des goulags ou à des camps de concentration. Ils se révoltent contre la négation pure et simple de l'humanité qui est en eux et en tout homme. Et peu à peu, en ordre dispersé encore, ils réhabilitent les fondamentaux sur lesquels leurs ancêtres ont bâti la France. Après des décennies de destruction de la famille, les jeunes plébiscitent la famille. Car c'est en elle que naturellement naît, vit et meurt tout homme. Après des décennies de destruction de l'autorité, celle-ci est demandée comme un service nécessaire à l'épanouissement de chacun et de tous ensemble. Après des décennies de dénigrement de la France, le patriotisme renaît. Même M. Macron nous en parle. Oui, sous nos regards encore incrédules, une France meurt, qui nous a conduits pas loin du désespoir, et une France naît, qui fera renaître l'espérance. Je crois que c'est un moment absolument rarissime dans l'histoire de l'humanité que nous vivons, mais c'est aussi un moment particulièrement dangereux. Dans 20 ans, si le monde ne sombre pas dans le chaos, bon, bien sûr, la France qui naît aura pris le dessus inéluctablement. Mais ces 20 années seront cruciales, car les tenants, aujourd'hui au pouvoir, de ce qui sera dans 10 ans le nouvel ancien régime, ne s'avoueront pas vaincus facilement. Surtout, les manipulateurs génétiques de l'homme auront continué leurs travaux extrêmement dangereux, et l'économisme aura fait des ravages. Alors, que faut-il faire aujourd'hui, dans les circonstances précises d'aujourd'hui, pour que la France change le plus vite possible de cap,
alors qu'elle-même et le monde s'approchent inexorablement de l'iceberg, et pour qu'elle entraîne l'Europe derrière elle, et ensuite le monde autant que possible. Mais le monde suivra. Alors, ne comptez pas sur moi pour préconiser un coup d'État. Certes, j'ai participé à ce genre de sport très excitant dans ma jeunesse, d'officier, mais il est hors de question pour moi de me lancer dans une telle aventure, ni même de soutenir une initiative dans ce genre. Et quelques-uns, beaucoup d'ailleurs, me suggèrent de faire ça, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, et puisque cela vous a été dit, je n'ai pas réussi à me faire élire président de la République, sinon je ne serais pas ici ce soir. Peut-être que je serai ici quand même. Donc j'ai décidé, bien entendu en accord complet avec mon épouse Brigitte ici présente, j'ai décidé de continuer le combat. Car c'est un combat pour la France, le combat de toute ma vie d'officier, et j'ai l'habitude de dire que même à la retraite, un officier n'est pas à la retraite. Surtout en général. Je ne peux tout simplement pas me résoudre à rester à ne rien faire, alors que de si grandes menaces pèsent sur notre pays. J'aurais honte aussi d'avoir ramené des gamins entre quatre planches de certaines opérations. J'aurais honte de ne pas obéir à l'injonction de mon père, qui a combattu pour la France pendant 16 ans, les armes à la main, pas dans les bureaux. Tu dois aimer la France à en crever. Pas mal, comme ordre, ça. Honte de trahir les mannes de quelques millions de Français qui sont fait tuer pour la France, etc. Je vous dirai d'abord ce que j'avais prévu de faire pour le cas où j'aurais été élu à la lourde charge de président de la République. Ce qui est dans le livre dont on vous a parlé tout à l'heure, mon engagement pour le quinquennat 2017-2022. Mes premières décisions auraient été destinées à arrêter l'engrenage de destruction de la France, si possible de l'Europe, et si possible au-delà. D'abord, décider au niveau européen, si possible, une pause migratoire de 20 ans, assortie de la mise en place immédiate d'un partenariat européen, Russie comprise, de très longue durée et très lourd, économiquement très lourd, financièrement très lourd, pour la pacification et le développement de l'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient. C'est une nécessité que je considère comme vitale. Projetons-nous 15 ans, 20 ans devant. Allez, nous sommes en 2017, 2035, et même peut-être avant. Si nous ne faisons pas cela, étant donné le différentiel démographique et économique entre l'Europe, Russie comprise, et l'Afrique, ne parlons que de l'Afrique, eh bien, dans 20 ans, même pas, nous serons confrontés à un choix absolument que je refuse, personnellement. Soit nous laisser submerger par des vagues miséreuses, et que je comprendrai, parce que comme disait le président Abdou Diouf, dans notre village planétaire, tant qu'il y aura un quartier riche, un quartier pauvre, les pauvres iront chercher à manger chez les riches. C'est normal. Soit nous laisser submerger, soit les tuer par centaines de millions. C'est impossible, ça. Donc il faut faire ça et vite. Je vous garantis que ça, c'est une cause politique autrement importante que ce dont on nous parle tous les jours. Autrement importante. C'est simple. Aujourd'hui, l'Europe, c'est 600 millions d'habitants. L'Afrique, à elle seule, c'est 1 milliard. À la fin du siècle, l'Europe, ça sera toujours 600 millions d'habitants, à condition d'avoir un apport migratoire assimilé, constant. Sinon, ça sera 350. L'Afrique, à elle seule, passera de 1 à 4 milliards d'habitants. En Afrique, je la connais bien, on est passé de la pauvreté à la misère dans des quantités de régions. C'est ignoble. Ça va nous sauter à la figure, c'est normal. La deuxième décision, rétablir l'ordre dans les territoires perdus de la République. Ça aussi, c'est vital, mais pour notre cohésion nationale, notre cohésion intérieure. La troisième, revenir à la position gaullienne du non-alignement en politique étrangère et inviter tous les pays européens, les inviter fermes, à en faire autant. Tout cela pour empêcher que la France et l'Europe ne soient entraînées dans une nouvelle guerre avec la Russie. Mais enfin, quand même, on a autre chose à faire, non? Enfin, quand même. Et éviter que l'Europe ne redevienne théâtre d'opération, théâtre de guerre. On a payé, ça suffit. Quatrième, prendre l'initiative d'une conférence, si possible mondiale, sur la monnaie, pour inventer pour notre temps
un rôle pacificateur de la monnaie et faire cesser le plus vite possible les désordres monétaires et financiers, bon, qui sont source de conflits. Après cela, et c'est déjà pas mal, hein, je vous rappelle que je suis dans le cas où j'aurais été président de la République. Je voulais donc réouvrir les portes de l'avenir. 3 séries de mesures très lourdes. La première série de mesures concerne l'organisation. Pas forcément en importance, mais c'est la première à prendre. D'abord, restaurer la fonction présidentielle en complète déshérence, autour de 3 missions. Conduire la nation sur le long terme. Unir la nation. On se souvient tous, ou presque, de François Mitterrand appelant le peuple de gauche contre le peuple de droite. Et j'ai entendu, pardonnez-moi, François Fillon parler du peuple de droite. Mais c'est impossible, ça. Unir la nation. Et troisième mission, préparer les futurs chefs politiques de la nation. Ça, c'est le rôle du berger. Deuxième mesure, réorganiser l'État autour du principe de subsidiarité, qui veut que tout ce qui peut être fait au niveau de la personne doit être fait au niveau de la personne. Ce qu'elle ne peut pas faire, elle demande à l'échelon supérieur, la commune, etc., de le faire pour elle-même. Et l'État ne faisant que ce que lui doit, et lui seul peut faire. La défense, la souveraineté, la monnaie, etc. Les affaires étrangères. Enfin, réorganiser l'administration territoriale pour l'alléger, évidemment. On pourra en parler tout à l'heure. Et surtout, pour rendre le plus de pouvoir possible aux personnes et aux maires. Aux maires. La seconde série de mesures concerne la libération de nos forces civilisatrices. Elles sont gigantesques. On a un potentiel gigantesque chez nous, mais il dort. D'abord, élaborer une vraie politique familiale. Je vous disais tout à l'heure que la famille est le premier lieu de civilisation. Je le maintiens. Parce que la famille est la matrice de la nation. Elle est la matrice de la nation. Sarkozy, il y a quelques temps, a repris, pendant les primaires, a repris une expression de Charles Maurras. Et oui, il est allé chercher même chez Charles Maurras. La nation est une famille de familles. Eh bien, je crois qu'il a raison. Je ne suis pas un sarkozyste du tout. Du tout. On pourra en reparler. Mais je crois qu'il a raison. La famille est la matrice de la nation. Non seulement au sens physique, c'est évident, mais c'est aussi la matrice culturelle, civilisationnelle, spirituelle. Deuxième mesure, restaurer l'enseignement. Bon, tout le monde en parle, qui le fera, pour le mettre vraiment au service du développement personnel de chaque enfant et du bien commun national. L'enseignement, aujourd'hui, est fait pour créer des citoyens paraît-il parfait, mais d'une perfection sortie des cervelles fumeuses de quelques-uns, quoi. C'est une catastrophe. Enfin, libérer nos énergies économiques en rompant avec l'économisme ambiant qui a servi l'homme pour élaborer une économie au service de l'homme. C'est possible. La troisième série de mesures vise à redonner à tous des repères communs sans lesquels il n'existe pas de nation. D'abord, promulguer la grande charte de France que nous avons élaborée lors de la campagne présidentielle. Il y en a un pour chacun d'entre vous. Un exemplaire pour chacun d'entre vous, si vous voulez. La grande charte de France que nous avons élaborée à l'occasion de la campagne présidentielle et qui définit d'abord l'identité et la vocation de la France, mais aussi les fondamentaux politiques selon lesquels elle doit vivre. Ensuite, restaurer la souveraineté nationale. Car la France, comme une personne, comme les autres nations, je pense, franchement, ne peut pas s'épanouir et remplir sa vocation si elle n'est pas souveraine. Moi, si je suis ficelé, je suis incapable de m'épanouir. Ben, c'est pareil pour un pays. Enfin, restaurer la justice, mon Dieu. De vaste programme. L'expression n'est pas de moi. Cet immense chantier, simplement engagé, la France aurait déjà commencé à retrouver son être profond. Et elle recommencerait alors
immédiatement à rayonner sur l'Europe et sur le monde. Je m'explique. Notre histoire, comme la nature humaine, nous enseigne en effet que le rayonnement pacifique, bien sûr, le vrai rayonnement d'une personne ou d'un pays provient toujours de son trop-plein d'être, et non pas de la com. La com ne doit être qu'un moyen, le canal de déversement vers les autres de ce trop-plein d'être. Et la vocation de la France, c'est de rayonner. La vocation de la France. On n'en parle pas beaucoup, très peu même, malheureusement. Toute nation a une âme. Toute nation a une vocation. Plus de 15 siècles d'histoire et de nombreux hommes et femmes qui ne furent ou ne sont pas français nous le disent. La vocation de la France est de servir l'homme, quel qu'il soit et où qu'il vive. Elle est d'ouvrir et de montrer à tous les chemins de l'humanisation de chaque homme, mais aussi les chemins de l'humanisation des rapports entre les hommes et entre les nations. Elle est enfin de répondre à l'aspiration à la paix, à l'unité, à l'amitié, enfouie au cœur des hommes et de l'humanité elle-même. Il n'y a pas que Jean-Paul II qui dit ça. Il y a aussi Lénine, il y a aussi Daesh. Les quantités de gens le disent. Cette vocation n'est ni guerrière ni dominatrice. Elle est celle d'un chef de cordée, au service de tous et de chacun, guider chaque homme et chaque nation vers les sommets de l'humanité de l'homme. Sommets inconnus encore, devinés et rêvés malgré les tempêtes de l'histoire, fugacement entrevus parfois dans quelques hommes et femmes d'exception, cachés de nouveau à nos yeux inquiets par les tourments de la vie des nations. L'histoire nous apprend aussi que si l'homme, et surtout le français, ne cherche pas sans cesse la lumière des sommets, il patauge désespérément dans la boue des fossés. Et aujourd'hui, c'est toute l'humanité qui est tentée par la boue des fossés. Des fossés qui pourraient être bientôt remplis de sang. Telle est la vocation de la France. Cette vocation est inaliénable. Elle est source de devoirs infiniment plus que de droits. Elle est grande, elle est très grande. Nous n'avons aucun orgueil à en tirer. Au contraire, comme disaient nos anciens, elle nous oblige, qui que nous soyons. Et je rappelle les mots prononcés par De Gaulle, le 25 mars 1959 à l'Élysée. En notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l'homme. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer. Déjà en 1959. Je viens de vous dire, dans les très grandes lignes, ce que j'aurais fait si j'avais été élu président de la République. Vous pourrez, si vous le souhaitez, donc vous procurer mon livre. Pardonnez-moi, j'ai même oublié de vous en apporter un exemplaire. Mais je n'ai pas été élu. Et je vous l'ai déjà dit, je continue. Je devrais dire, nous continuons. Car si je suis parti seul avec Brigitte en avril 2013, les 4 années passées n'ont pas été sans résultat. J'estime aujourd'hui que plus de 10 millions de Français ont entendu parler au moins une fois de notre initiative, donc de moi. Parmi eux, plusieurs centaines de milliers me suivent, comme on dit aujourd'hui, assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Un article m'a valu 750 000 vues quand même. Pas mal. Et je compte avec certitude plusieurs dizaines de milliers de compagnons de route plus ou moins assidus. Vous en avez quelques-uns qui sont très assidus, ici, d'accord, et depuis pas mal de temps, depuis le début, et puis il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais parmi ceux-là, certains m'ont quand même dit après les législatives, vous n'abandonnez pas. Si vous abandonnez, on ira vous chercher. Bien. Donc, aujourd'hui, nous nous réorganisons et nous définissons notre stratégie. C'est cette stratégie que je veux maintenant vous exposer, rapidement bien sûr. Elle a bien sûr toujours le même objectif, placer toute action politique qu'elle intéresse l'économie, l'écologie, l'organisation, etc.,
au service de l'homme créé et de son développement intégral. En nous fondant sur la vocation de la France. Je précise, cela sans aucun passéisme. Les uns me demandent, il faudrait un roi, c'est pas mon problème. L'âge d'or n'a jamais existé. C'est en se fondant sur le passé et les réalités du moment que l'on construit l'avenir, certes. Mais ce qui est passé est passé. L'homme d'action doit toujours respecter le réel. Dans l'armée, nous disons, le terrain commande. Le terrain n'étant pas que le terrain géographique et la géographie humaine et physique, mais aussi le réel économique, démographique, écologique, celui des idées, des passions, des mensonges, etc. etc. Notre philosophie d'action s'écrit en 4 verbes que j'ai déjà mentionnés. Être, aimer, unir, servir. Être, car l'homme, à l'image de Dieu, ne s'épanouit pas dans l'avoir, mais dans l'être. Une nation ne s'épanouit pas d'abord dans l'avoir, il lui en faut, mais dans l'être. Être et non seulement paraître. Être formé pour guider, pour rayonner, pour attirer par rayonnement, et non paraître pour acheter ou convaincre superficiellement. Aimer, d'affection d'abord. Je me souviens de mon père me parlant de la première fois qu'il a vu le drapeau tricolore au retour de captivité. 50 ans après, il en pleurait encore. 50 ans après, il en pleurait encore. Hein? Aimer d'affection d'abord. Pour aimer ensuite, au sens de déterminer, vouloir et faire ce qui est bien, bon et juste. Pour la France et pour tout être. Unir, sans confondre unité et uniformité. C'est un militaire qui dit ça. Mais en faisant converger vers des repères communs, un but commun, un avenir commun, et dans le respect des différences. Servir, car la politique, la vraie politique, au sens de notre histoire, consiste à servir et non à se servir, ou à servir les intérêts de quelques-uns riches, puissants, orgueilleux, etc. Le service consiste à s'engager totalement pour faire grandir la France et tout homme. Nous agirons sur 3 directions. D'abord sur le long terme, par des actions tout à fait concrètes, visant à relancer ce que j'appelle un peu pompeusement, pardonnez-moi, je n'ai pas trouvé d'autre expression pour l'instant, un nouveau processus civilisationnel, en nous fondant sur tous ces germes de renouveau-là, les quantités. Il s'agira de la création d'écoles, de centres de réinsertion. Je tiens à cœur la création d'une école de cadres politiques. Ne parlez pas de l'ENA ou de Sciences Po, c'est pas pareil. Hein. Une école de cadres politiques, des cadres politiques qui soient vraiment au service. La notion de service, elle s'enseigne, elle s'apprend. C'est ce qu'on nous apprenait à Saint-Cyr. Servir la France quand on crevait. Des projets bien plus globaux, qu'il est trop tôt d'évoquer bien entendu, tant en France qu'à l'étranger, et notamment en Afrique. Et vous savez pourquoi? J'en ai parlé tout à l'heure. Un continent dont la destinée est intimement liée à la nôtre, un continent aussi que j'aime d'une très profonde amitié, depuis tout le temps où j'y suis né. Et tout cela se met en place. Ensuite, nous agirons sur le très court terme politique. Hein, vous voyez, le très long terme, sans buter. Le très court terme, c'est-à-dire le temps électoral. Notre association politique Rebâtir la France, qui a été le support de notre engagement dans la présidentielle et dans les législatives de 2017, suscitera probablement des listes aux prochaines européennes, en 2019, avec un projet européen très gaulliste. Là, vous y reconnaîtrez, à mon avis. Elle suscitera ensuite, avec certitude, des candidatures aux municipales, avec un projet municipal que nous élaborerons au niveau central et qui sera décliné ensuite dans chaque municipalité. Et puis, bien sûr, aux prochaines législatives, et, pardonnez-moi, la présidentielle, n'en parlez jamais, y pensez toujours. Ce n'est pas de moi. Enfin, nous devons envisager que notre pays se retrouve dans une situation d'exception incontrôlable. Et pas le nôtre uniquement. C'est-à-dire que
comment dire, cette tendance dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'avis de Lorenzi qui nous dit que nous allons, mais aussi de Attali qui nous dit que nous allons vers un marasme mondial, hein, à assez court terme, bon, ça peut survenir. Nous pouvons voir nos gouvernants dépassés par les événements, incapables d'affronter la chienlit. Mais une autre chienlit que celle de mai 68. Hein. Une toute autre dimension que celle de 68. Aussi allons-nous tenter de constituer les éléments d'un recours politique éventuel, d'urgence. Déjà, avant la présidentielle, j'avais réussi à créer le noyau dur d'un gouvernement. J'avais déjà 5 ministres potentiels, et des pointures, je peux vous dire. Nous continuerons dans cette voie, dont je vous concède tout à fait qu'elle est très hypothétique et très difficile. Bien. Mais après tout, il s'agit de la France, donc il faut tout tenter. Avec humilité, évidemment, ce qu'on ne pourra pas faire, on ne le fera pas, mais avec la foi qui déplace les montagnes, parce qu'il s'agira bien de montagnes, si une telle comment dire, situation s'imposait, ça serait des montagnes de problèmes. Pour mener à bien tout cela, nous avons déjà constitué une équipe restreinte. Pour l'instant, nous sommes 10 hommes et femmes, très soudés, très décidés, s'il vous plaît, et totalement dévoués. L'un de nous s'est attelé à la tâche difficile et lourde, mais totalement indispensable, de créer un réseau d'entreprises pour nous aider, autant que possible, à financer nous-mêmes nos projets. Merci de nous y aider si vous le pouvez. Un autre va réactiver le bureau d'études que nous avions constitué de 14 à 17, 2014-17, et qui comprenait une centaine de chercheurs très actifs, dans à peu près toutes les disciplines, et environ 150 autres plus épisodiques. 250 quand même qui nous ont aidés. Hein. Et nous recevions des contributions de Russie, de Canada, de Chine, de un peu partout. Nous travaillons également à la création d'un label facteur d'unité. Il comprendra d'abord la Grande Charte de France, que nous avions élaborée donc pour la présidentielle. Et que nous accompagnerons de documents plus opératoires. Nous adjoindrons notamment un document désignant le processus de désignation des responsables, un processus visant à atténuer autant que possible le destructeur et perpétuel combat des égaux. On ne pourra jamais l'effacer complètement. Il faut l'atténuer. On trouvera dans notre culture européenne et française en particulier. Nous y adjoindrons également un document opératoire sur la laïcité. Celle-ci étant déjà définie dans la Grande Charte de France comme la reconnaissance réciproque de l'État et des divers acteurs spirituels, reconnaissance réciproque, et leur coopération au service de la France et des Français, et non pas le conflit permanent ou cette volonté d'éradiquer des religions, une en particulier, ce qui est totalement contraire aux droits de l'homme. Bien sûr, nous travaillons aussi à l'élaboration d'une communication, mais dans l'esprit que je vous disais tout à l'heure. Notre com sera conçu comme le canal de déversement d'un trop-plein d'être, de notre amour de la France et de l'homme, de notre volonté de servir et d'unir les Français, et tous les hommes. Notre but n'est pas en effet de constituer une masse de suiveurs, plus ou moins consentants ou conscients, pour conquérir le pouvoir d'une manière éphémère, mais d'abord de réveiller l'amour actif pour notre France, et de dire à tous les hommes, tous ceux à qui nous pourrons le dire, le grand message induit par la vocation de la France, le message le plus politique qui soit pour tous les temps et plus particulièrement pour le XXIe siècle. Homme, tu es ce qu'il y a de plus grand dans l'univers. Qui que tu sois, tu es fait pour la liberté, la grandeur, le bonheur. Soumets-toi volontairement à ton Créateur et aux lois qu'il a imprimées dans toute sa création, comme à toi-même. Puis va et fais ce que tu veux. Ne t'avilis pas, ne te laisse pas avilir, mais libère-toi et épanouis-toi. N'enchaîne pas et n'avilis pas tes frères humains. Ne les laisse pas enchaîner ni avilir, mais libère-les et aide-les à s'épanouir.
cherche les sommets et entraîne tes frères humains à ta suite. C'est ça le message le plus politique de toute l'histoire de l'humanité. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si l'expression « être à la croisée des chemins » a été un jour plus pertinente que pour qualifier la situation actuelle de la France et de toute l'humanité. Les immenses... Alors là, j'ai oublié une feuille, j'ai réécrit, et puis, il n'y a pas de lumière. Non, je vais mettre mes lunettes. Les immenses avancées scientifiques et technologiques, la conquête de l'espace, etc., que j'admire, me font vraiment dire l'homme est grand. Il est grand par son intelligence, par son ingéniosité. Il est grand. Mais ces gigantesques savoirs et pouvoirs sont aux mains de quelques-uns qui nous en concèdent une partie contre allégeance et finance. Et qui donc nous tiennent dans leurs mains. Ces gens-là ont l'avenir de l'humanité entre leurs mains. Et s'ils succombent, ce qui est possible, à la tentation est inhérente à l'être humain, eh bien ils s'en serviront mal. Si rien ne change, nous irons presque irrémédiablement au drame que décrivent certains, et que certains considèrent comme inéluctable. Moi pas. Pour que cela change, il faut qu'un petit nombre d'hommes et femmes, toutes les grandes affaires de l'histoire de l'humanité se sont faites par un petit nombre. Je vous rappelle, Lénine, en 1920, disait « Si en 17 il y avait eu 1000 hommes décidés dans toute la Russie, de Brest-Litovsk à Vladivostok, pour nous empêcher de passer, on aurait échoué. » De Gaulle, en 40, il se dit combien? Toutes les grandes affaires se sont faites avec des petites équipes. Pour que ça change, il faut qu'un petit nombre d'hommes totalement décidés et dévoués à la France et à l'homme créé se mettent en route, sous la direction d'un chef, évidemment, lui-même totalement investi au service de la France et prêt à en payer le prix. Je reprends l'histoire du bateau. Ce capitaine-là, il doit, contre toutes les oppositions qui ne manqueront pas, redonner le nouveau cap. Quitte à être passé par-dessus bord par les opposants. C'est pas grave. Si le cap est pris, que le bateau ne peut plus changer, eh bien c'est bon. L'affaire est enclenchée. Il faut des gens comme ça. Il faut des gens comme ça, aujourd'hui. Pour revenir à l'image de Saint-Ignace, il nous faut des chefs politiques qui se placent radicalement dans l'exercice de leur fonction de chef politique, sous l'étendard du Christ. Parce que c'est celui-là qui nous garantit le service de l'homme. Sous l'autre étendard, on se sert de l'homme. On l'a servi. C'est très différent. Et qui donc, ces chefs, feront tout ensuite pour y conduire, vaille que vaille, tous ceux dont il a la charge, la lourde charge. Certains diront que c'est impossible. C'est vrai, si on considère notre petite humanité, et même si j'étais entouré de plusieurs dizaines de millions de gens, plus ou moins, ça serait quasiment impossible. Mais justement, dans cette affaire-là, dans cette image-là, qui vient, je vous le rappelle, du fin fond de notre culture, de notre civilisation, c'est le noyau dur, c'est le Big Bang de notre civilisation. Ce ne sont pas des hommes tout seuls qui combattent, qui travaillent. Ce sont d'un côté Satan et de l'autre côté Jésus-Christ. Pour reprendre cette image-là. Il nous faut donc des hommes politiques qui ne seront pas forcément des saints dans leur vie personnelle. Non, attention, c'est pas ça, le problème n'est pas là. Des hommes politiques qui se placent radicalement sous l'étendard du Christ et se veulent instruments politiques, je dis bien politiques, du Christ. Très humblement, mais de manière irréversible. Et notre civilisation nous a appris qu'à Dieu, rien n'est impossible. À l'homme sans Dieu, rien n'est possible. À Dieu, rien n'est possible. Alors, dans ce cas, si nous faisons cela,
l'homme réellement sera grand, très grand, car il sera à la place que depuis la genèse de l'univers, le Créateur lui a donnée. Et l'humanité prendra un nouvel essor. Son développement ne concernera plus seulement la connaissance et le pouvoir au profit de quelques-uns. Elle développera tout le potentiel d'humanité qui est en elle. Une humanité dont la seule limite est que l'homme est appelé à être presque un Dieu et non pas Dieu lui-même. Cela, j'en suis persuadé, nous pouvons le faire. Car nous avons la capacité inscrite en nous par le Créateur. Nous devons le faire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, à mon avis, le principal devoir, c'est celui-là. Et il faut tout simplement le vouloir. Lorsque De Gaulle a lancé son appel du 18 juin, qui, à part quelques-uns, qui a parié un copec sur sa réussite? Je crois que nous sommes dans cette situation. Je ne suis pas De Gaulle, je ne suis que Tauzin. Mais je vous invite avec moi dans cette aventure, pleine de risques, énormément de risques, bien entendu. Dérangeante évidemment pour notre confort, mais si humaine et si belle qu'elle marquera l'histoire de l'humanité, aux conditions toutefois que nous soyons suffisamment nombreux à nous engager de manière irréversible, sans regarder en arrière. Une seule condition pour venir, eh bien, adopter, accepter, adhérer à la Grande Charte de France, dont je tiens le texte à votre disposition. Je terminerai complètement sur une remarque. Vous avez bien entendu noter que mon propos est fondé sur ma foi catholique. Je suis ainsi, je ne l'ai jamais caché, je ne le cacherai jamais. Cette foi me donne une espérance et une énergie fantastiques et sans elle, je ne serais pas ici ce soir. Je le répète, à 67 ans passés, non, dans quelques jours, à 67 ans, on ne cherche pas à faire carrière. Vous me le concéderez, n'est-ce pas? Bien. Donc cette foi me donne une espérance et une énergie fantastique. Elle me fait croire en la devise du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine que j'ai commandé. Qui ose, gagne. Comprise sans la foi, cette devise est une montagne d'orgueil. Comprise avec la foi, elle est très humble, car elle place l'homme à sa juste place. Pour moi, elle signifie que dans une perspective de foi, nous pouvons vraiment redresser la barre du bateau France. Mais diront certains, je ne crois pas en Dieu, je n'ai pas la foi. Je répondrai d'abord, pardonnez-moi, que rien ne vous empêche de l'avoir, hein, n'est-ce pas? Elle vous est offerte, vous n'avez qu'à accepter, comme j'ai accepté moi ce magnifique cadeau à l'âge de 25 ans. Ça change une vie radicalement. Et ça ne m'a pas fait devenir un béni oui-oui. Au contraire, à partir de ce jour-là, mes chefs ont eu de plus en plus de mal à me faire obéir. Bien. Si vous ne voulez pas faire ce pas de géant, ça vous regarde, dont seul l'homme est capable, vous pouvez aussi faire comme Jacques Juillard. J'ai récemment entendu une émission radio dans laquelle ce penseur très à gauche et insatiable bouffeur de curé disait qu'il ne croit pas en Dieu, mais en Jésus-Christ. Bien. J'ai un peu de difficulté à comprendre, peu importe, mais je respecte. Juillard expliquait à peu près que Jésus a fait de telles choses et donné de tels enseignements que bien qu'il ne soit pas Dieu, il est le plus grand homme de tous les temps et il faut l'écouter. Jacques Juillard. Waouh! Faut faire, hein? C'est une façon parmi d'autres de se ranger sous l'étendard du Christ. Je vous remercie.